Bonjour. Maintenant que vous avez bien compris ce que c'est que le dérèglement climatique, moi je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire, en tant que citoyen et en tant qu'habitant de cette planète. Il y a 3 années, quand j'ai rejoint Greenpeace, je me suis posé beaucoup de questions sur tous les enjeux environnementaux qui touchent notre planète, sur la déforestation, sur la protection des océans, sur les OGM, sur toutes ces questions-là. Et je me suis demandé pourquoi, dans certains cas en tout cas, nous n'avions toujours pas réussi à enrayer ces problèmes-là. Pourquoi nous n'avions pas encore trouvé la bonne solution pour régler ces problèmes-là. Et c'est pareil sur le dérèglement climatique. Je me suis demandé pourquoi avons-nous échoué jusque-là? Pourquoi n'avons-nous pas réussi encore à lutter contre ce dérèglement climatique? Après tout, il y a eu beaucoup de mobilisations un peu partout. On en a parlé, ça c'est la marche qu'il y a eu à New York il y a quelques jours. Mais cette mobilisation, elle n'a jamais suffi à nous faire passer à l'action réellement. Cette mobilisation, elle est difficile à faire passer auprès des gens, elle est difficile à faire passer auprès de vous. Le dérèglement climatique, c'est un phénomène abstrait, c'est difficile de savoir ce qu'on peut faire réellement. On se sent tous concernés, mais finalement on ne sait pas très bien comment agir. C'est un enjeu tel qu'on se sent souvent un peu dépassé. Donc il y a eu beaucoup de mobilisation. Chez Greenpeace, on a tout essayé pour essayer de mobiliser le plus grand nombre. Quand je vous dis qu'on a tout essayé, on a vraiment tout essayé. Malheureusement, ça ne suffit pas. Et puis la deuxième raison pour laquelle finalement on n'a jamais réussi à passer réellement à l'action, c'est l'impuissance des décideurs politiques. Malheureusement, combien de discours ont été prononcés sur le dérèglement climatique par tous les chefs d'État de la planète? Combien d'engagements ont été pris? Combien de promesses ont été faites sur une vraie lutte contre le dérèglement climatique? Ça n'a jamais rien changé. Les responsables politiques ont beaucoup parlé, ont fait beaucoup de sommets, beaucoup de réunions internationales, beaucoup de promesses. Il n'y a jamais eu de passage à l'acte. Regardez. Mes chères Françaises et mes chers Français, la politique d'économie d'énergie constitue l'exigence de base pour la survie de la planète. Les Français doivent comprendre que des mesures immédiates s'imposent. Il convient donc d'assumer des réformes nécessaires. Il faut absolument accélérer le mouvement. Mais je vous préviens, Nous devons tous ensemble régler cette question maintenant. Maintenant. Vive la République et vive la France. Beaucoup d'engagements, beaucoup de promesses et beaucoup de discours, comme je disais, mais peu d'engagement. Et puis, je me suis demandé aussi pourquoi, finalement, je pense que maintenant, nous allons réussir. Parce nous sommes tous, quand même, chez Greenpeace, d'éternels optimistes et nous pensons que nous allons finir par réussir. Eh bien, nous allons réussir pour plusieurs solutions. La première, pour plusieurs raisons, pardon. La première, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la solution. Il y a quelques années, nous ne savions pas comment réellement lutter contre le dérèglement climatique. Nous ne savions pas comment diminuer les émissions de CO2. Aujourd'hui, nous savons quelle est la solution pour éviter ça. La solution pour éviter ça, c'est pas seulement de diminuer les émissions de CO2, pas seulement on ne peut plus se contenter aujourd'hui de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il faut tout simplement les éliminer. Pour les éliminer, il faut viser 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. C'est le seul point d'arrivée qu'on doit avoir en tête. C'est la seule trajectoire possible si on veut sérieusement lutter contre le dérèglement climatique. 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. L'énergie pour aller travailler, pour nous déplacer, pour vivre tout simplement, pour contribuer à notre bien-être et à notre développement. Ça veut dire que la conférence mondiale qui aura lieu l'an prochain à Paris, elle doit être avant tout l'occasion d'annoncer le début, le début de cette ère vers un 100% renouvelable et la fin de l'ère des énergies fossiles et fissiles. Il faut tout simplement cesser aujourd'hui cette course effrénée à la moindre goutte d'hydrocarbures partout dans le monde, dans l'océan Arctique. Il faut cesser d'aller chercher la moindre goutte de pétrole dans ces écosystèmes qui sont si fragiles. Il faut nous aider à
à s'interposer quand il le faut, parfois physiquement, face aux pétroliers qui vont chercher ces moindres gouttes de pétrole. Il faut que ces hydrocarbures qui sont encore sous terre restent sous terre. Nous n'avons pas d'autres solutions. Et vous pouvez nous aider là-dessus. Vous pouvez nous aider à ça. Vous pouvez vous aussi dire non à ces énergies fossiles et vous tourner tout de suite vers l'avenir. Et puis la deuxième raison pour laquelle nous allons réussir, c'est que le monde économique semble être passé à l'action lui aussi. Une véritable révolution économique est survenue ces dernières années. Pendant des années, l'environnement était vécu comme une contrainte, comme un obstacle au développement, comme un frein au développement économique. Très souvent, on nous expliquait que l'environnement, c'était avant tout un boulet au pied des économies des pays, ça ralentissait tout. Aujourd'hui, ça a changé, ce discours-là a changé, y compris chez les économistes. Vous avez peut-être vu il y a quelques jours un rapport extrêmement important fait par une vingtaine de responsables politiques et économiques, dont l'ancien président du Mexique, Felipe Calderón, qui dit qu'il ne faut plus penser que la lutte contre le dérèglement climatique va empêcher le développement économique. Ils expliquent que qu'au cours des 15 prochaines années, il va falloir investir dans le monde 90 000 milliards de dollars pour développer les villes dans lesquelles nous vivons, pour développer l'agriculture dont nous avons besoin pour nous nourrir, pour nous fournir en énergie, pour nous déplacer, pour nous éclairer, pour travailler, pour communiquer. Et ils expliquent qu'il suffit d'ajouter 4 000 milliards à ces 90 000 milliards pour obtenir ce même développement tout en luttant sérieusement contre le dérèglement climatique, tout en diminuant drastiquement les émissions de CO2. 4 000 milliards par rapport à 90 000 milliards, c'est 5% seulement. Ça veut dire que les économistes pensent qu'aujourd'hui c'est possible. Autre exemple sur cette révolution économique, il y a quelques jours à peine, là aussi, au sommet de Ban Ki-moon à New York, des grands groupes industriels, des géants de l'industrie dans tout un tas de domaines, de H&M à Ikea en passant par Nestlé ou Philips, se sont engagés vers une politique 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. 2020, c'est demain matin. Si ces entreprises annoncent ça, c'est qu'elles savent que non seulement c'est possible, mais que c'est nécessaire et souhaitable, même d'un point de vue purement économique, même d'un point de vue purement industriel. Ces entreprises-là n'annoncent pas ça par militantisme écologique, absolument pas. Donc ça veut dire qu'elles y croient. Donc cette révolution économique, c'est vraiment la deuxième raison pour laquelle moi je suis convaincu aujourd'hui que nous allons finalement réussir. Et puis la troisième raison pour laquelle nous allons réussir, c'est que les citoyens se sont mis en marche au cours de ces dernières années. Je vous présente Darnaï, en Inde. Darnaï, c'est une ville de quelques milliers d'habitants dans le nord de l'Inde, à la frontière avec le Népal. Darnaï était privé d'électricité depuis 30 ans, pour tout un tas de raisons. Pauvreté dans cette région, éloignement des grands centres urbains, manque d'infrastructures totales, une région très difficile, pas d'électricité pendant 30 ans. Eh bien, Greenpeace, avec les populations locales, avec quelques associations locales, avec quelques entrepreneurs locaux, nous avons ramené l'électricité dans cette ville-là, après 30 ans. L'électricité, ce n'est pas seulement de la lumière, c'est aussi un accès renforcé aux communications d'aujourd'hui. C'est aussi de la sécurité dans la ville. C'est aussi renforcer l'éducation des plus jeunes. Ça leur permet de faire leurs devoirs le soir, de travailler, etc. Donc ça veut dire que c'est absolument possible. Et ce qui s'est passé à Darnaï, le fait qu'une ville comme celle-là récupère de l'électricité après 30 ans, c'est possible dans tout un tas de villes en Inde et dans le monde. Il a suffi d'installer un micro-réseau de panneaux photovoltaïques. Rien d'extrêmement compliqué, rien de révolutionnaire technologiquement parlant. Il a suffi d'installer quelques panneaux photovoltaïques, de monter un réseau de distribution de cette électricité dans cette ville-là pour régler ce problème-là, grâce aux énergies renouvelables, zéro émission de CO2. Et c'est extrêmement encourageant parce que ça veut dire que les gens passent à l'action. La vraie différence avec l'échec de Copenhague en 2009, vous vous souvenez tous de la grande conférence mondiale sur le climat en 2009, on était censé régler ce problème-là avec 200 ou presque chefs d'État qui allaient signer le fameux accord qu'on attend tous. Au moins on a appris de cet échec-là. On a appris qu'il ne fallait plus tout attendre des gouvernements aujourd'hui. Si l'an prochain, la nouvelle conférence mondiale à Paris est un échec, eh bien tant pis. Ça n'empêchera pas cette révolution énergétique qui est en marche d'avancer. Ça n'empêchera pas ces gens à Darnaï ou dans d'autres régions du monde d'avancer, de monter ces projets-là qui sont absolument indispensables dans la lutte globale contre le dérèglement climatique. Et puis la troisième et dernière question que je me suis posée, parce qu'après tout nous sommes en France, c'est pourquoi la France ne nous aide-t-elle pas
En tout cas, ne nous aide-t-elle pas comme elle le devrait? Après tout, c'est la France qui accueille cette conférence mondiale sur le climat l'an prochain. Je me souviens, il y a 2 ans, Rio+20, immense sommet mondial, François Hollande, qui venait d'être élu, annonçait que la France allait être maintenant la nation de l'excellence environnementale, que la France allait être le champion du climat, que la France allait réussir là où Copenhague avait échoué. Belle ambition diplomatique. Encore une fois, un très très beau discours. Malheureusement, la France ne nous aide pas parce qu'elle ne le peut pas. Et elle ne le peut pas pour une simple et une bonne raison, c'est ça, le nucléaire. 75% de l'électricité en France est produite à partir d'énergie nucléaire. C'est le seul pays dans le monde où la proportion d'électricité à base d'énergie nucléaire est aussi importante. Les autres États sont à 50% au moins, c'est loin, loin derrière. 75%, plus de 3/4 d'électricité française est fournie par des centrales nucléaires. Le fait que la France ait choisi ce système du tout nucléaire nous empêche de développer les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables ne peuvent pas être développées en France comme elles le devraient. J'ai rencontré François Hollande il y a quelques jours, juste avant le fameux sommet de New York. Il a fixé des objectifs de 27% de développement des énergies renouvelables à l'horizon 2030 en Europe. 27%, on sait que ce n'est pas assez. 27%, c'est ce qu'on va atteindre de toute façon en Europe, 27% de renouvelables, c'est ce qu'on va atteindre en Europe sans faire le moindre effort. Donc ça veut dire qu'on ne fait plus aucun effort, de toute façon on va atteindre ces 27% d'énergie renouvelable en Europe. Et François Hollande nous a dit très clairement que c'était compliqué pour la France d'aller plus loin parce qu'il y a ce verrou du nucléaire, parce que le nucléaire en France est un véritable obstacle, un véritable verrou à la transition énergétique dont nous avons besoin. Tant que la France ne s'engagera pas vers une véritable sortie, pas seulement une réduction, mais vers une véritable sortie du nucléaire, on ne pourra pas développer les renouvelables comme on en a besoin pour lutter sérieusement contre le dérèglement climatique. Malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Il y a une loi sur la transition énergétique qui est discutée en ce moment même. Là, au moment où je vous parle, il y a des députés qui sont en train d'examiner à l'Assemblée nationale ce projet de loi, parce que c'est encore à l'état de projet, ce projet de loi sur la transition énergétique. Le contenu de ce projet-là n'est pas suffisamment ambitieux. Et c'est malheureux parce que la trajectoire économique en France ne colle pas à l'ambition diplomatique du chef de l'État. Quand il se pose en champion du climat, quand il dit qu'il voudrait entraîner les autres pays le plus loin possible, entraîner les autres États de la planète inciter les autres États de la planète à avoir des objectifs extrêmement ambitieux en termes de réduction de gaz à effet de serre, en termes d'économie d'énergie, en termes d'efficacité énergétique, etc., il n'est pas crédible parce que la situation, parce que la trajectoire énergétique en France ne permet pas d'atteindre ce point-là. En conclusion, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez nous aider dans cette lutte contre le dérèglement climatique. On a besoin de tout le monde, ça c'est certain. Et il faut que cette mobilisation, elle se fasse tout de suite. C'est indispensable. Il ne faut pas paniquer, mais il faut agir tout de suite. L'urgence d'agir, je crois que tous les scientifiques qui sont passés avant moi l'ont dit, l'urgence d'agir, elle est là. Donc il faut agir tout de suite. Il faut que tout le monde agisse. Tout le monde, ça veut dire vous, nous, ça veut dire les responsables politiques, ça veut dire les acteurs économiques, ça veut dire les citoyens partout. Il ne faut pas attendre que les États règlent la question, mais il faut que tout le monde agisse. Et il faut agir tous ensemble et tous dans la même direction surtout. La direction, elle est unique, ce cap, je l'ai dit, je le répète, pour terminer ici, 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050, c'est le seul moyen de lutter sérieusement contre le dérèglement climatique. On a besoin de vous, on compte sur vous. Merci.